Salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Vous le savez désormais, nous consacrons les quelques semaines qui séparent la dernière finale NBA de la reprise, qui aura lieu début décembre, on le sait désormais, par le développement, l'approfondissement même des articles que vous avez pu lire fin octobre dans votre quotidien, le quotidien L'équipe, une saga intitulée La Grande Marche des Noirs en NBA. Aujourd'hui, c'est le 5e des 6 épisodes et contrairement aux 5 autres qui mettent en avant des personnalités afro-américaines, cette fois nous allons parler de joueurs africains, tout court. De grands joueurs, par la taille souvent, mais surtout par le talent des Hakeem Olajuwon, des Dikembe Mutombo ou encore Joel Embiid. Des joueurs qui espèrent tous avoir pavé le chemin des jeunes générations de ce continent vers la meilleure ligue du monde. Une NBA qui ne cache pas son intérêt à contribuer à ce développement du basket africain, et de cela nous allons parler avec Yann Onona, auteur dans nos colonnes d'une enquête très fouillée, de grande qualité, je le dis très sincèrement. Bonjour Yann. Salut Xavier, salut à tous. Allez, on part tout de suite, début du game. Alors déjà Yann, je voudrais revenir sur une petite anecdote que tu me confiais pendant l'écriture de l'article. Donc d'ordinaire, quand on écrit sur la NBA en étant basé en France, la gageure, c'est d'avoir des interlocuteurs intéressants, légitimes, qui soient plutôt basés aux États-Unis, dans l'idéal en prise directe avec le sujet. Donc pourquoi pas des joueurs NBA ? Et c'est pas toujours évident, voilà, tout simplement, la distance. Pour toi, ça a été un peu l'inverse. Tu me confiais que beaucoup de personnes impliquées dans les rapports entre NBA et Afrique souhaitaient participer à ce papier. Il y a clairement une volonté de parler du sujet. Comment la NBA s'éveille à l'Afrique et l'inverse est vrai aussi. Comment tu expliques cela ? Ça s'explique simplement parce qu'on est, je pense, à un tournant pour l'Afrique. Ça fait des années, même des décennies, que l'Afrique est présente en NBA, mais en 2020, avant que le virus vienne un peu court-circuiter le sport et les sociétés du monde entier, devait se lancer une ligue en Afrique, une nouvelle ligue. Et c'est un peu pour ça que tout le monde veut en parler. C'est parce que ça s'appelle la Basketball Africa League. Et c'est la première fois que la NBA lance un championnat qu'elle va gérer, en fait, que la NBA va gérer dans un autre continent. Elle l'aurait peut-être fait en Chine si elle avait pu, mais je pense que pour des raisons politiques, notamment, c'était impossible jusqu'ici. Et donc, elle a jeté son dévolu sur l'Afrique. Et du coup, comme il y a beaucoup d'actualités en Afrique avec le basket, tout le monde voulait s'exprimer là-bas. Et donc, notamment, le lancement de cette ligue qui va être une sorte de ligue des champions, un peu avec 12 équipes, un vrai petit championnat qui sera une première là-bas, qui sera une première parce qu'il y aura les logos NBA partout. Le but sera évidemment de découvrir de plus en plus de talents en provenance de ce continent. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai découvert grâce à toi que, par exemple, il y avait la Dakar Arena ou la Kigali Arena. Je suis allé regarder. C'est des très belles salles qui ressemblent un petit peu à celles de Kaunas, des salles de 10 000 places. Quand parfois en France, on galère à réussir à créer une salle, on voit que là-bas, il y a un développement. Mais soyons clairs, si on parle de ça, c'est aussi, est-ce que le but, c'est de faire émerger des joueurs africains qui fassent une ligue compétitive là-bas, ou c'est principalement de repérer les meilleurs joueurs africains, ce qui n'est pas la même chose, et de les faire venir aux États-Unis ? Il s'agit de repérer. En Afrique, la problématique a très longtemps été, tu le sais, les infrastructures, le manque d'infrastructures, le manque de terrain, le manque de salles, et ce qui va avec, c'est comment détecter les joueurs, comment trouver les joueurs, parce que c'est un continent extrêmement vaste. Chaque pays regorge de gens, notamment de grande taille, pas partout évidemment, mais j'en parlais avec Bouna Ndiaye, l'agent qui amène tous les joueurs français souvent en NBA, et il me racontait qu'au Nigeria, évidemment, il y a juste là-bas, il y a 200 millions de personnes, et en fait, dans certaines régions, il y a des ethnies qui ont pour particularité d'être de très grande taille. Aujourd'hui, le problème, c'est toujours en Afrique de trouver les talents. Ils sont là, mais il faut aller les chercher. Il me dit qu'il faut encore aller dans des villages au fin fond de nulle part, d'endroits où tout simplement faut explorer. Voilà. Et le but de cette ligue, et pas que de ça, puisque l'Afrique multiplie en fait les initiatives. Il y a une académie qui s'est ouverte pas loin de Dakar, dans une ville qui s'appelle Sali, au Sénégal, qui va, un peu comme les académies qu'on voit en France, les centres de formation, et qui va être chapeautée par la NBA, c'est la NBA Academy, va aussi faire ce travail de détection. Donc il y a de plus en plus de camps de détection, d'académies de ce style, et la Ligue, la Basketball Africa League, aura ce même objectif, un peu de mailler le territoire de manière un peu plus serrée, pour que le talent ne soit plus un hasard, qu'il n'arrive plus par accident. Et là, je reprends une formule de Amadou Gallo-Fall, qui a été longtemps le boss de la NBA Afrique. C'est un peu une formule qu'il utilise depuis 10 ans. Je ne veux plus que le talent soit trouvé en Afrique par hasard. Et évidemment, il parle
des grands anciens, c'est-à-dire Dakim Olajuwon, tu les as évoqués, Manute Bol au Sud-Soudan, et puis Dikembe Mutombo. Tout ça, c'est à chaque fois des profils qui commencent le basket quand ils ont 15 ans, 17 ans, 18 ans. On les découvre par hasard parce qu'ils sont là. Il y a un Américain qui est là, qui se balade, en fait. Il est en vacances ou il vient faire un camp. Et puis il tombe sur ces espèces de phénomènes physiques et dit « Mais toi, viens, je t'emmène jouer au basket ». Et en fait, en Afrique, si on trouve des mecs comme ça à 17 ans, tout le monde se doute bien qu'il y en a énormément d'autres qui passent sous les radars. Notamment les joueurs qui n'ont peut-être pas des gabarits de géants, parce que pour eux, on a besoin de les repérer tôt, et puis on a besoin de les repérer tout court. Je regardais la liste des joueurs africains qui ont évolué en NBA ou qui évoluent toujours. Alors c'est vrai que de Embiid à Biyombo ou à Georgie Dieng aujourd'hui, on a des intérieurs qui ont fait leur trou. Les extérieurs, Emmanuel Mudiay, Okogie de Minnesota... il n'y en a pas vraiment d'autres, donc on peut imaginer que toute une partie des joueurs du continent africain, peut-être des joueurs potentiellement de grands talents, passent totalement sous le radar. Tu as raison, il faut les détecter plus jeunes, plus tôt, et il y a un chiffre intéressant. Quand on regarde en fait le contingent actuel des Africains de NBA, on s'aperçoit que eux également, c'est-à-dire les Bismack Biyombo, Serge Ibaka qui a été sacré champion en 2019 avec Toronto, avec Pascal Siakam aussi, Camerounais, même Joel Embiid de Philadelphie. En fait, tous ces joueurs-là, ils ont également été détectés dans l'adolescence. Ils n'ont pas été détectés à 10 ans ou à 12 ans. Et effectivement, toutes les initiatives africaines aujourd'hui visent à faire ça, voilà, à prendre les joueurs à 10 ans ou à 12 ans ou au moins à 14-15 ans, comme les font les centres de formation plus classiques, on va dire. Donc c'est important. Et aujourd'hui, donc en NBA, il y a 13 joueurs natifs du continent africain, 40 joueurs dont au moins un des parents est né sur le continent africain. Donc on voit bien qu'il n'y a jamais eu une telle profusion de joueurs africains. Et donc parmi les champions qu'on évoquait tout à l'heure à Toronto, Pascal Siakam, Serge Ibaka, il y a aussi le président de Toronto, Masai Ujiri, qui est nigérian. Donc on voit qu'il se passe quelque chose autour de l'Afrique sur lequel la NBA essaye de capitaliser. Il ne faut pas croire qu'ils y vont uniquement pour faire plaisir au continent africain. Il y a évidemment des opportunités économiques à exploiter là-bas, mais beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, une précision, puisque tu parles du Nigérian Ujiri, tu parles du Camerounais Siakam. Quand on dit Afrique, finalement, on parle essentiellement de ce qu'on appelle l'Afrique noire, c'est-à-dire en gros tout ce qui va autour du golfe de Guinée. Le Nord, on a quelques joueurs qui ont des origines égyptiennes, on a eu un Tunisien, Salah Mejri. L'Est, on a eu quelques Soudanais ou Sud-Soudanais, et au Sud, rien du tout. On ne va pas considérer que Thabo Sefolosha, d'origine sud-africaine, mais qui est suisse, qui a grandi en Suisse, qui a été formé en France, est réellement africain. Donc, en fait, il y a aussi toute une ouverture sur le reste du continent qui est à faire. Tout à fait. Et d'ailleurs, au Sud, tu parlais du Sud, et c'est pas par hasard si, en fait, la NBA décide en 2010 d'ouvrir un bureau en Afrique du Sud, à Johannesburg, où Amadou Gallo-Fall, dont on parlait un peu plus tôt, s'est installé. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il fallait avoir une base et pouvoir explorer une partie du continent qui n'était pas passée au crible de la NBA. Donc c'est l'une des raisons. Et effectivement, le talent semble infini. Il faut rappeler que le continent africain est le plus jeune du monde. Il y a 1,3 milliard d'habitants et c'est le continent le plus jeune au monde. Donc vous imaginez le nombre de gens qui sont passionnés par le sport, parce que le sport, évidemment, historiquement, a souvent été une porte de sortie pour les Africains, ou une manière de réussir. Et ce que disent les organisateurs de la Basketball Africa League, notamment Alphonse Billet, avec qui j'ai pu parler, qui est le président, le directeur exécutif de FIBA Afrique, parce qu'il faut savoir que c'est une association entre la NBA et la Fédération internationale, sa composante africaine. Ils disent tous que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on veut convaincre tous les jeunes Africains qui peuvent réussir chez eux, qui peuvent rester chez eux et faire un parcours comme quelqu'un qui suivrait en université aux États-Unis, en NCAA. Ils pourraient rester en Afrique, dans leur pays, devant leur famille, devant leurs amis, et devenir des talents. Évidemment, les meilleurs, après, partiraient là où ils doivent partir, en NBA s'ils ont le talent, mais ils pourraient avoir une carrière chez eux. Et ça court-circuiterait aussi les nouvelles filières de formation. Vous savez bien que plusieurs clubs espagnols, notamment le Real Madrid ou Barcelone, maintenant, vont régulièrement piocher des talents en Afrique, notamment au Sénégal, souvent. Et après, ils ont tendance à les naturaliser. Donc ça peut aussi... le but, c'est de permettre aux Africains d'avoir une opportunité chez eux. C'est quelque chose qu'ils répètent beaucoup, ça, les
les tenants du basket africain. Rappelons quand même que nous sommes dans une série, la série de 6 reportages, normalement, qui était sur les personnalités noires de la NBA, notamment celles qui ont fait avancer la cause, celle d'avoir plus d'égalité, de fait de pouvoir tout simplement avoir plus de joueurs noirs, de joueurs importants et de joueurs qui ont de la voix dedans. Là, on est sur quelque chose de différent, hein, c'est-à-dire que les joueurs africains qui finalement sont devenus américains, on se souvient qu'Hakeem Olajuwon a joué en sélection américaine. Tout à fait. Ce sont des joueurs champions olympiques à Atlanta, si je ne me trompe pas, en 96. Mais malgré tout, la plupart du temps, ce ne sont pas venus des Américains plus américains que les Américains. Ils restent fortement attachés à ce continent. Alors, certains diront c'est parfois l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire quand un Luc Mbah a Moute doit revenir au pays pour trouver les joueurs, c'est d'une certaine manière qui se substitue à une politique publique de détection, mais c'est aussi la chance de l'Afrique d'avoir des joueurs qui n'oublient pas d'où ils viennent. Absolument, et d'ailleurs, regardez le meilleur exemple, vous savez que le double MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, est grec, mais en réalité, il est d'origine nigériane, et ses parents ont émigré quand il avait 3 ans, donc il est vraiment nigérian, c'est un vrai Africain, et il est attaché à son pays d'origine. Giannis Antetokounmpo, quand il a fait la sélection des All-Stars, il faut rappeler qu'au dernier All-Star Game qui a été disputé à Charlotte, il y avait 3 titulaires africains, Siakam, Embiid et Antetokounmpo. Quand il les a sélectionnés, il n'a pas sélectionné au passage Kawhi Leonard, et il a dit en fait j'ai sélectionné d'abord Pascal Siakam et Joel Embiid parce que c'est mes frères africains. Donc tu as tout à fait raison. Et quand Siakam, Camerounais, a été sacré champion NBA avec Toronto, la première chose qu'il a fait au buzzer final, c'est prendre le drapeau camerounais et s'enrouler dans son drapeau, mettre son drapeau sur ses épaules et l'afficher à toutes les caméras du monde. Donc il y a évidemment quelque chose de très fort dans tout ça. En espérant évidemment que ce ne soit pas la même chose que ce qu'on a pu par exemple souvent entendre en football, c'est-à-dire l'Afrique est l'avenir du sport, donc de ce sport qu'est le football. Et puis en fait, 30 ans plus tard, les évolutions structurelles n'ont pas eu lieu et on parle toujours d'avenir et pas forcément de présent. On espère qu'en basket, justement, ce que fait la NBA, ce que font les joueurs africains de NBA portera ses fruits pour permettre à beaucoup de ne pas rester au bord du chemin. Merci Yann pour ces informations extrêmement intéressantes. Et puis donc, rendez-vous pour le 6e et dernier épisode de notre série La Grande Marche des Noirs en NBA, et elle sera consacrée à LeBron James. Au revoir à tous.